Arrêtez-vous. Respirez. Il y a quelque chose derrière vos yeux en cet instant précis, un second regard, silencieux, précis, presque impersonnel qui vous observe. Si vous le reconnaissez, vous avez déjà commencé. Sinon, il restera attentif, attendant que vous le remarquiez. Carl Jung appelait cela un signal, la conscience naissant au sein même de la conscience. C'est le premier sursaut d'individuation, lorsque l'esprit cesse d'appartenir au troupeau et commence à répondre à une loi plus intime qu'aucun applaudissement ne peut dicter. Le sentez-vous ? C'est léger comme un frisson et lourd comme une responsabilité. Désormais, rien de ce qui apparaît ne suffira. Le monde entier vous apprend à regarder vers l'extérieur, à assimiler des images, à prendre position rapidement, à choisir votre camp, à réagir. Mais ce second regard ne réagit pas. Il examine. Il ne cherche pas de confirmation, il cherche du sens. Il ne se demande pas « qui a raison ?» mais plutôt « que révèle ce fait sur les forces qui m'habitent ?» Il est inconfortable car il remplace les certitudes par des questions et le confort immédiat par une lucidité qui exige du courage. La question qui inaugure ce voyage est simple et radicale. Qui, exactement, vit votre vie ? Vous, ou un ensemble de réflexes, d'attentes et d'automatismes que vous appelez habituellement « moi » ? Jung nous a appris que nous portons un masque, la persona nécessaire pour vivre en société, négocier nos rôles et préserver notre appartenance. Elle est utile, elle n'est pas un méchant. Le problème, c'est quand nous oublions que c'est un masque et que nous le confondons avec le visage. Cela se produit par de petits gestes, on rit sans trouver drôle d'être accepté, on accepte de garder les pieds sur terre, on proclame des principes qu'on ne pratique pas, on copie des convictions qu'on n'a jamais approfondies. La persona devient aussi confortable qu'un uniforme, et l'uniforme commence à penser à notre place. C'est à ce moment-là que le second regard murmure « Est-ce vrai ou juste commode ?» Remarquez-vous comme ce murmure change la donne ? Derrière lui se cache une invitation et un avertissement, soit vous observez le masque avec honnêteté, soit il gouverne vos actions pendant que vous vous occupez de distractions. Le choc est inévitable lorsque ce regard perce le vernis des apparences. Soudain, les formules de politesse révèlent l'intérêt, les promesses la peur, la gentillesse les bonnes affaires. On perçoit de minuscules hésitations, des mots qui trébuchent avant de sortir, des regards qui cherchent l'approbation comme quelqu'un qui cherche son souffle. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une lecture de signaux. Jung dirait que vous avez commencé à percevoir le champ symbolique qui entoure chaque rencontre humaine. Nous ne traitons pas seulement avec des personnes, nous traitons des images intérieures qui se projettent les unes sur les autres. C'est pourquoi un inconnu peut susciter une confiance ou une antipathie immédiate sans raison apparente. Ce n'est pas de la magie bon marché. C'est l'inconscient qui travaille avec vos anciennes matrices, les archétypes, et vous pousse à des réponses rapides qui, avant d'être rationnelles, sont mythologiques. Sentez-vous la gravité de ce que cela implique ? Cette irritation automatique face aux collègues qui parlent trop fort, cette soudaine dévotion pour un leader charismatique, cette tendresse qui monte pour quelqu'un qui semble avoir besoin d'attention, cette tentation de mépriser celui qui apporte une certitude menaçant la vôtre. Tout cela est de la psychologie déguisée en réalité quotidienne. Jung nous en donne une carte, en vous réside un panthéon d'images vivantes, le héros, la mère, le vieux sage, le trickster, l'enfant divin qui colore vos perceptions avant même que vous ne les jugiez. Vous ne vous contentez pas de voir le monde, vous l'interprétez à travers des prismes hérités. Et, plus déconcertant encore, tant que vous ne reconnaissez pas ces prismes, ils guident votre vie avec l'autorité du destin. Vous pourriez vous demander, alors, je suis la marionnette de quelque chose que j'ignore ? La réponse est plus subtile. Vous êtes la scène d'un drame ancien que vous pouvez diriger avec une conscience croissante. C'est là que l'observation devient une pratique spirituelle. Il ne s'agit pas d'observer les autres pour obtenir un avantage, mais de s'observer soi-même pour devenir entier. Commencez par les endroits où le malaise crie. Pourquoi cette critique vous a-t-elle blessé plus qu'elle n'aurait dû ? Pourquoi ce rejet, dans un contexte banal, a-t-il éveillé une fureur ancestrale ? Pourquoi ce compliment a-t-il éveillé un désir presque enfantin d'être vu ? Dans chaque « pourquoi », il y a une porte. Derrière elle, presque toujours, se trouve l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez appris à faire, à paraître aimé, accepté ou considéré comme « bon ». Elle se forme tôt, vous comprenez ce qui a mérité les applaudissements et ce qui a valu un silence glacial. Elle sélectionne, compresse, dissimule. Le temps passe, la vie exige de nouveaux gestes, mais l'ombre ne disparaît pas, elle change de stratégie. Elle s'exprime par des symptômes, des défaillances, des ironies, des rêves persistants, des choix répétés que vous jurez de ne plus jamais faire. Vous dites « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », l'ombre répond « je sais ». Lorsque cette seconde perspective mûrit, vous cessez de la combattre comme un ennemi et commencez à la traiter comme une force brute, mal élevée mais indispensable.
Jung était clair comme de l'eau de roche, on ne devient pas lumineux en niant l'obscurité, mais en prenant conscience. L'ombre recèle vitalité, créativité, agressivité nécessaire et libido canalisable. Intégrée, elle devient une alliée. Refoulée, elle devient un saboteur. Mais comment intégrer sans se perdre? En observant sans jugement hâtif. L'observation jungienne n'est pas un bavardage mental, c'est une méthode. Elle commence par de petites pratiques. Accordez-vous 5 minutes de silence après une rencontre intense. Observez votre corps, comment était votre respiration? Où s'est-elle raffermie? Quelles phrases vous sont venues spontanément à la bouche et avez-vous réprimé? Quel vieux souvenir vous a traversé l'esprit sans que vous le demandiez? Puis, nommez le mouvement archétypal que vous avez observé. J'étais un héros qui sauvait, quand écouter suffisait, j'étais un orphelin qui demandait un câlin, quand admettre son erreur suffisait, j'étais un tyran qui punissait la faute d'autrui pour cacher sa peur de l'échec. Nommer ne résout pas le problème, mais éclaire. Et les personnes éclairées commencent à choisir d'autres voies. Vous réalisez que votre biographie est aussi une mythologie personnelle. La famille dans laquelle vous avez grandi a créé des dieux en silence, peut-être la mère omniprésente qui résout tout, peut-être le père absent qui promet tout, peut-être le frère rival qui vous pousse à performer. La culture a renforcé les rôles, la religion, lorsqu'elle était mal comprise, a attribué des blâmes, l'école a récompensé certaines compétences et en a ridiculisé d'autres. Tout cela écrit un mythe que vous récitez sans vous en rendre compte. La seconde perspective, en revanche, rejette les automatismes. Elle se demande, est-ce que cela me sert aujourd'hui? Et lorsque la réponse est non, elle entretient l'inconfort du désapprentissage. Désapprendre, c'est faire le deuil. Vous laissez mourir des versions de vous-même qui étaient utiles et vous rendez grâce. Oui, vous rendez grâce. Il n'y a pas de véritable libération sans gratitude pour ce qui vous a retenu captif, car c'est ce qui vous a maintenu en vie lorsque vous n'aviez aucune autre issue. Puis un moment étrange survient. Une clarté retrouvée perturbe les relations anciennes. Vous remarquez des conversations qui tournaient en rond, des promesses jamais tenues, des alliances fondées sur la peur de la solitude, des partenariats fondés sur une utilité mutuelle déguisée en affection. Nul besoin d'accuser qui que ce soit, il suffit de reconnaître. Reconnaître dissipe les charmes. Nul besoin de scène, il faut des choix. Parfois, le choix est de partir. D'autres fois, c'est de rester différent, sans les anciennes règles, en imposant des limites qui vous semblaient cruelles et qui vous semblent désormais hygiéniques. Jung appellerait cela un repositionnement de l'ego autour de quelque chose de plus central que le désir de plaire, l'axe du soi, le centre organisateur de la psyché, qui n'est ni le « je » habituel ni une entité mystique extérieure, c'est la totalité vivante que vous êtes lorsque vous vous alignez avec ce qui exige la vérité intérieure. Mais que se passe-t-il si cet alignement vous isole? Et si l'honnêteté engendre des pertes? La question est légitime. La voix intérieure a un prix en bien superficiel. Pourtant, le prix est moindre qu'il n'y paraît. Ce que vous perdez en audience, vous le gagnez en présence. Ce que vous perdez en bruit, vous le gagnez en musique. Lorsque le soi commence à vous guider, un étrange sens du timing émerge, les situations se réorganisent comme si elles obéissaient à un ordre invisible. Jung appelait cela la synchronicité, et non, ce n'est pas une superstition à propos des coïncidences. C'est l'expérience répétée que les événements extérieurs et les états intérieurs peuvent dialoguer par le sens, et non par la cause. Lorsque vous êtes attentif, certaines portes s'ouvrent le jour même où vous avez osé dire non au raccourci facile. Certaines personnes apparaissent lorsque vous cessez de les supplier de venir. Certaines épreuves surviennent lorsque vous vous déclarez prêt à les traverser. Ce n'est pas un sortilège, c'est de l'écologie psychique. Vous avez cessé de gaspiller votre énergie sur le masque et commencé à irriguer ce qui vous soutient vraiment. Ce mouvement a un puissant effet secondaire, on commence à observer non pas pour déconstruire les autres, mais pour comprendre les courants qui nous traversent tous. Soudain, le collègue, arrogant, révèle une insécurité tenace, le parent, manipulateur, manifeste une soif d'affection qu'il n'a jamais su solliciter, l'ami, disparu, exprime sa honte de ne pas pouvoir faire face. Ne confondez pas cette compréhension avec de la permissivité. La compassion dont je parle n'est pas une amnésie morale, c'est de la précision. On continue à fixer des limites, parfois plus fermes qu'avant. Seulement, maintenant, on n'a plus besoin de cruauté pour les imposer. Ceux qui observent avec l'axe du soi savent dire « non » sans faire de l'autre un méchant. Les limites deviennent un remède amer, et non une arme de guerre. Vous pourriez vous attendre à ce que je vous propose une liste de règles maintenant. Je ne le ferai pas. Trop de règles sont infantilisantes, et l'individualisation est un processus adulte. Pourtant, je peux vous proposer des pratiques qui servent de jalon. Premièrement, ralentissez l'interprétation. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Enregistrez. Parfois,
l'esprit a besoin de 2 rêves pour reconstituer une mosaïque. Deuxièmement, méfiez-vous des certitudes qui s'estompent rapidement. Elles cachent généralement une peur de la complexité. Troisièmement, considérez vos impulsions comme des messagers, et non comme des rois. Elles arrivent avec urgence, mais pas nécessairement avec raison. Quatrièmement, honorez le corps. Il enregistre avant la tête, lourdeur dans la poitrine, serrement dans la gorge, estomac serré. Ce sont les gros titres du journal de l'âme. Cinquièmement, cultivez de petits rituels. Un carnet sans esthétique, une promenade répétée, une chanson que vous ne revisitez que lorsque vous avez besoin d'entendre ce que vous ne voulez pas encore dire. Les rituels organisent l'invisible. En même temps, apprenez à déchiffrer vos rêves. Non pas avec des dictionnaires qui appauvrissent les symboles, mais avec curiosité. Demandez-vous, quelle est l'émotion centrale de ce rêve? Qui, en moi, ressemble à cette figure? Qu'est-ce qui, dans cette scène, symbolise une attitude que je répète? Les rêves ne sont pas des télégrammes venus d'ailleurs, porteurs d'ordre direct, ils sont le théâtre vivant de l'inconscient, utilisant des images pour équilibrer les tensions. Si vous rêvez de perdre une valise à l'aéroport, vous êtes peut-être sur le point d'entrer dans un mode de vie qui ne tolère plus les vieux fardeaux. Si vous parlez à un animal sauvage, c'est peut-être l'ombre qui vous demande de négocier pour ne pas tout casser. Si un enfant vous tire par la main, peut-être votre spontanéité implore-t-elle une place à table. Ne vous moquez pas de cela. Le ridicule est une défense contre la peur. À mesure que ce travail progresse, un phénomène remarquable se produit, le second regard, qui semblait d'abord étranger en vous, devient votre foyer. Il cesse de surveiller et commence à guider. L'observation s'adoucit sans perdre sa clarté. Vous vous surprenez dans des moments de silence au milieu du bruit, capable de percevoir l'intention derrière le mot, le désir derrière la plainte, l'appel à l'aide derrière la bravade. Et, surtout, capable de percevoir votre propre intention avant qu'elle ne se transforme en action. Cette fraction de seconde est la liberté. Entre l'impulsion et l'action, un espace est né, et dans cet espace, le choix est possible. Voici une question qui sépare le curieux de l'initié. Que recherchez-vous avec ce pouvoir de voir? Le contrôle? L'avantage? La supériorité? Si oui, tôt ou tard, vous trébucherez à nouveau, car vous utiliserez votre conscience pour soutenir votre ego et l'ego, lorsqu'il est gonflé, éclate toujours. L'alternative est plus exigeante et plus fructueuse, utilisez la vision pour servir en devenant soi-même. Cela crée une nouvelle façon d'être au monde. Vous n'entrez plus dans une pièce en cherchant l'endroit où tout le monde vous applaudira, vous recherchez l'endroit où vous pouvez être vrai sans blesser ce qui est nécessaire. Ce n'est pas toujours le centre. Ce n'est presque jamais la scène. C'est souvent la périphérie, là où l'oreille entend le mieux et où l'œil voit l'ensemble. Ceux qui observent vraiment comprennent qu'influencer ne consiste pas à séduire les masses, mais à ajuster au millimètre près la direction d'un geste crucial. Parfois, le mot juste empêche une conversation de dégénérer en guerre. Parfois, un silence temporisé empêche une confession de tourner à l'humiliation. Parfois, partir 5 minutes plus tôt vous évite de répéter une histoire que vous aviez promis d'abandonner. On pourrait appeler cela une stratégie. Jung l'appellerait l'harmonisation avec le soi. L'effet pratique est le même, moins de dispersion, plus de densité. Moins de réactivité, plus de direction. Vous devenez prévisiblement autonome. Ce n'est pas que vous cessez de commettre des erreurs, c'est que vos erreurs cessent d'être une répétition aveugle et deviennent de l'information. Vous en tirez des leçons sans utiliser la culpabilité comme un fouet. La culpabilité, avec maturité, se transforme en responsabilité. La responsabilité, avec maturité, se transforme en liberté. Je sais qu'une peur se cache dans cette conversation, et si je devenais trop froid? Le risque existe si l'observation se détache de l'âme. Pour éviter cela, maintenez un lien avec ce qui vous rend humain, l'amitié sans intention, l'art sans but, la nature sans écouteur, la prière sans demande. Je ne parle pas de consommation culturelle pour paraître sensible. Je parle d'être présent dans quelque chose qui ne vous donne pas de CV, par conséquent, restaure votre humanité. C'est ce lien qui empêche le regard de devenir clinique au point de déshydrater la vie. Le vieux sage de nombreux mythes n'est pas un juge de pierre, c'est un gardien qui connaît le poids des choses et, par conséquent, parle doucement. Au terme de cette première étape du voyage, revenez au point de départ, respirez et observez votre second regard. Est-il plus clair? Probablement. Il est aussi plus serein. Il n'y a aucune urgence à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a aucune urgence à démanteler des mondes. Il y a tout au plus une urgence à ne pas trahir sa propre vérité et même cette urgence vous apprend à attendre votre heure. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez changé. Le monde le remarquera à vos micro-gestes,
votre écoute, la patience nouvelle de votre regard, votre refus de participer à des conversations qui alimentent le pire en chacun, votre fermeté sereine lorsque d'anciennes manipulations tentent de s'infiltrer par la fenêtre. Rien de tout cela n'est un spectacle. C'est un travail fondateur. C'est ainsi que commence l'individuation, sans artifice, sans diplôme, sans fanfare, avec un regard résolu à ne plus jamais se vendre pour des miettes d'approbation. Désormais, vous serez tenté d'utiliser cette nouvelle perspective pour voir trop chez les autres et trop peu chez vous-même. Revenez toujours au principe de fonctionnement, observez d'abord vos réactions, puis vos motivations, et enfin vos schémas. Ensuite seulement, regardez l'autre. L'ordre compte. Inversez-le et vous tomberez dans l'arrogance des « éveillés » qui dorment les yeux ouverts. Respectez l'ordre et vous grandirez comme un arbre, vers le haut et vers l'intérieur à la fois. C'est une croissance silencieuse mais indéniable. Avec le temps, vous reconnaîtrez au premier coup d'œil le masque que vous portez et pourrez le retirer sans culpabilité, car vous n'en avez plus besoin pour respirer. Et quand vous en aurez besoin, vous saurez l'utiliser avec art, sans prétendre qu'il s'agit de votre peau. Si une phrase pouvait résumer ce que ce commencement exige, ce serait celle-ci: voir avec précision et agir avec bienveillance. La précision sans bienveillance devient cynisme, la bienveillance sans précision devient naïveté. Le second regard, guidé par Jung, cherche le point précis où la vérité libère tout en préservant ce qui, en nous, mérite de perdurer. C'est une éthique discrète et exigeante. Elle ne promet pas la célébrité, elle offre de la profondeur. Elle ne promet pas la facilité, elle offre du sens. Êtes-vous prêt à descendre encore plus bas? La prochaine étape ne portera pas sur ce que le monde cache, mais sur ce que vous avez vous-même enfoui pour y appartenir. Ouvrons la porte à l'ombre, non pas pour la diaboliser, mais pour l'écouter. Que demande-t-elle? Que sait-elle? Que peut-elle vous apporter si vous la traitez avec respect plutôt qu'avec peur? Posez une question honnête et faites preuve d'une volonté sincère. Le reste, si vous êtes attentif, viendra. Le silence est un miroir qui reflète tout ce que vous essayez de cacher. Il n'a pas besoin de mots pour révéler ce qui se cache derrière les masques. Il suffit d'un regard soutenu une seconde de plus, d'un léger changement de ton, d'un geste presque imperceptible. C'est dans cet espace minuscule que réside la vérité que personne ne veut voir. Jung disait que l'ombre est la part de l'âme que l'ego refuse de reconnaître. Tout ce que vous ne voulez pas être, tout ce que vous condamnez chez les autres, tout ce que vous refoulez par peur du rejet, c'est là que réside l'ombre. Ce n'est pas le mal. C'est la nature. C'est l'énergie vitale que vous avez tenté de contrôler et qui tente maintenant de se manifester de manière imperceptible. Imaginez la scène suivante, un homme loué de tous pour son calme et sa rationalité. Il se targue de ne jamais perdre le contrôle, d'être toujours juste, réfléchi et équilibré. Jusqu'au jour où son fils renverse du café sur un rapport important, en un instant, il explose avec une violence disproportionnée, hurlant, brisant la tasse et effrayant toute la famille. Plus tard, il regrette, s'excuse et promet de ne plus jamais recommencer. Mais il recommence. Il ne comprend pas pourquoi. Il ne voit pas que la colère qu'il nie tant est vivante et affamée en lui. En essayant d'être simplement rationnel, il a coupé l'instinct, l'impulsion, l'animal. Et lorsque l'animal est exilé, il revient, non pas comme un allié, mais comme une bête. Jung disait que plus la lumière est vive, plus l'ombre qu'elle projette est vive. Cela s'applique à nous tous. La femme qui se targue d'être altruiste et altruiste peut, sans s'en rendre compte, cacher une profonde soif de pouvoir et de contrôle. Le professionnel toujours aimable et souriant peut nourrir un ressentiment corrosif de se sentir invisible. L'homme qui condamne les désirs des autres peut cacher une soif personnelle qui le fait honte. L'ombre apparaît dans de petites contradictions, dans des moments d'inattention, dans des moments où l'ego perd son pouvoir l'espace d'un instant. C'est alors que l'inconscient, las d'être ignoré, s'exprime. Et le plus effrayant, c'est que l'ombre vous connaît mieux que votre ego. Elle observe vos gestes, connaît vos mensonges, vos pensées interdites, vos désirs inassouvis. Elle ne juge pas. Elle attend. Elle attend le bon moment pour se manifester, parfois par un rêve, parfois par une erreur. Jung voyait cela comme une intelligence de l'inconscient. Il disait que la psyché s'autorégule, ce qui est trop refoulé se manifeste de manière compensatoire. La colère refoulée se transforme en passivité, l'envie en fausse humilité, la peur en arrogance, la solitude en dépendance. Et l'observateur, s'il veut vraiment voir, doit apprendre à identifier ses déguisements. Mais le problème, c'est qu'il est toujours plus facile de voir l'ombre chez les autres. On la voit chez le collègue qui se vante sans cesse, le voisin qui se mêle constamment des affaires des autres, le politicien qui promet des choses qu'il ne tient pas. Et plus on en veut à quelqu'un, plus la projection devient forte. Jung expliquait que projeter, c'est voir à l'extérieur ce qui appartient à l'intérieur.
On est irrité par l'égoïsme des autres parce qu'on ne supporte pas le sien. On condamne la vanité des autres parce qu'on n'a pas accepté son propre besoin d'être admiré. On méprise la peur des autres parce qu'on n'a pas encore fait la paix avec la sienne. L'ombre se cache dans les jugements. C'est laquelle parle le plus fort. C'est pourquoi Jung disait que la véritable observation commence par l'inconfort. Ce qui vous dérange le plus chez les autres est le miroir le plus fidèle de ce que vous niez en vous-même. L'homme qui critique le pouvoir craint probablement sa propre impuissance. La femme qui se prétend détachée n'a peut-être jamais appris à faire confiance. L'ami qui se vante d'être toujours rationnel craint peut-être d'être submergé par ses émotions. L'ombre est ainsi, ironique, intelligente et totalement indifférente aux apparences. Elle veut être reconnue. Non pas pour détruire, mais pour équilibrer. Il y a des gens qui passent leur vie à fuir cette rencontre. Ils se construisent une existence moralement parfaite, socialement louée, spirituellement stérile. Et, de l'extérieur, ils paraissent comblés. Mais il y a une lassitude dans leurs yeux, un vide que le succès ne peut combler, une inquiétude que le confort ne peut dissiper. Ils ne réalisent pas que l'âme, sans l'ombre, se dégrade. L'ombre est le contraste qui façonne la lumière. C'est la lumière qui rend la joie vraie, l'amour profond, la foi mature. Sans l'ombre, tout n'est que surface, tout n'est que façade. Et lorsque la façade se brise, l'abîme apparaît. Il existe une femme que tout le monde décrit comme gentille, douce et compréhensive. Elle consacre sa vie aux autres, celle qui résout tout, celle qui accueille, celle qui aide. Mais la nuit, quand la maison s'endort, elle pleure en silence. Personne ne lui demande jamais ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, ce dont elle rêve. Elle s'est habituée au manque d'espace. Et un jour, sans prévenir, elle explose. Elle hurle sur ses enfants, s'emporte contre son mari, veut fuir. La culpabilité la ronge. Mais ce qu'elle appelle faiblesse n'est que le cri de vie de l'ombre. Elle a tellement réprimé son propre désir qu'elle a perdu la notion du temps où s'arrête l'amour et où commence la servitude. L'ombre se manifeste aussi dans ces moments où l'on fait quelque chose et où l'on se dit ensuite « je ne sais pas ce qui m'a pris ». C'était l'ombre. L'inconscient prend les commandes quelques secondes pour équilibrer une psyché que l'ego s'obstine à contrôler seul. Quand on ment pour éviter le conflit, mais qu'on a la gorge serrée, quand on rit d'une cruauté et qu'au fond, on se sent coupable, quand on désire ce qu'on nie, quand on critique ce qu'on envie secrètement, tout cela, c'est l'ombre qui frappe à la porte. Et ça frappe toujours. Parfois sous forme de rêve. Un homme rêve qu'il est poursuivi par un voleur et se réveille en sueur. Il pense que c'est la peur. Jung penserait, peut-être que le voleur fait partie de lui, celle qui veut reprendre la vie qu'il a abandonnée à la routine. Une femme rêve qu'elle porte un enfant blessé dans ses bras. Elle se réveille en pleurs. L'ombre pourrait être cet enfant, la part d'elle-même abandonnée qui exige de l'attention, pas du jugement. Il existe aussi des moments de synchronicité, où l'inconscient se manifeste à travers le monde extérieur. Vous envisagez de changer de travail, le jour même, recevez un message inattendu vous offrant une opportunité. Vous décidez d'affronter une peur et croisez dans la rue quelqu'un qui a rencontré le même défi et qui souhaite discuter. Le monde semble répondre à votre courage. Jung voyait cela comme un langage symbolique entre le soi et la réalité. Lorsque vous commencez à intégrer l'ombre, l'univers change de texture, il cesse d'être aléatoire et prend sens. Mais l'intégration n'est pas facile. C'est douloureux, car cela implique de reconnaître en soi ce que l'on a appris à mépriser. Cela implique d'admettre que l'on est capable d'éprouver de l'envie, de la colère, de la jalousie, du désir, et que tout cela, une fois compris, peut être une force créatrice. Jung disait que l'énergie qui alimente l'ombre est la même que celle qui peut être utilisée pour créer de l'art, aimer profondément ou transformer le monde. Ce qui détruit, ce n'est pas l'ombre elle-même, mais le fait de la nier. Le mal naît du déni de conscience. On le constate au quotidien. Le père exige la perfection de son fils, sans s'en rendre compte, répète la froideur qu'il a reçue de son propre père. Le patron humilie ses subordonnés pour masquer sa peur d'être inutile. L'homme religieux condamne les désirs des autres parce qu'il combat les siens. L'ombre façonne les comportements, les relations, les choix. Elle s'infiltre dans la politique, les familles, les églises, les entreprises. Et lorsqu'un groupe entier nie sa propre ombre, il se présente comme un ennemi collectif. D'où les guerres, les persécutions et le fanatisme. Le mal que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes, nous cherchons à le détruire chez les autres. Mais il y a aussi ceux qui sont prêts à regarder. Ils sont rares. Et c'est pourquoi le processus d'individuation est rare. C'est la voix du héros intérieur, non pas celui des récits épiques, mais celui qui combat dans le silence de son esprit. Jung disait que chaque personne porte en elle un héros, la part qui recherche l'unité, même face au chaos. Ce héros ne triomphe pas des monstres extérieurs. Il surmonte sa propre ignorance.
Il comprend que le véritable combat est intérieur et que la victoire réside dans la réconciliation. Et lorsque cette réconciliation s'amorce, quelque chose change dans votre perception. Vous commencez à voir le monde plus profondément. Le collègue qui vous irritait autrefois éveille désormais de la compassion. Vous réalisez qu'il est dominé par sa propre ombre, comme vous l'étiez autrefois. La colère, autrefois naturelle, commence à s'essouffler. Le jugement cède la place à la compréhension. Et, peu à peu, l'observateur se transforme. Le regard qui autrefois disséquait le monde pour se défendre observe désormais pour comprendre. La vision devient plus légère, mais aussi plus précise. Jung croyait que ce changement de perspective marquait la naissance de la véritable conscience. Non pas une conscience morale définissant le bien et le mal, mais une conscience symbolique qui comprend que tout a un sens et une fonction. La colère sert à protéger, la peur à avertir, le désir à agir. Aucune émotion n'est inutile. Aucun instinct n'est un ennemi. Tout ce que l'ombre porte en elle a une raison d'être. Intégrer n'est pas justifier, c'est comprendre. Lorsque l'on comprend le pourquoi, le pouvoir destructeur se dissout. Il y a quelque chose de presque magique à ce stade du processus. Lorsque l'ombre est accueillie, elle change de forme. La colère se transforme en courage. La jalousie en désir de connexion authentique. L'envie en inspiration. La peur en prudence. La faiblesse en empathie. L'énergie qui vous sabotait autrefois vous sert désormais. C'est comme si vous cessiez de lutter contre le courant et commenciez à naviguer avec lui. Le monde extérieur réagit différemment, car la vibration intérieure a changé. Ce qui semblait autrefois hostile ressemble désormais à un miroir. Ce qui semblait autrefois offensant ressemble désormais à une invitation à la découverte de soi. Mais l'ombre, même intégrée, ne disparaît jamais. Elle vous accompagne, testant vos apprentissages. Elle apparaît lorsque vous pensez avoir tout surmonté. Elle vous rappelle que le chemin est continu. Jung disait que l'individuation n'est pas un état, mais un mouvement. L'âme ne recherche pas la perfection, elle recherche la plénitude. Et être entier, c'est accepter les contradictions. Être humain, c'est être paradoxal, avoir l'amour et la colère, la foi et le doute, le courage et la peur, la lumière et l'obscurité. L'ego aspire à la pureté, l'âme aspire à la plénitude. Parfois, cette plénitude s'acquiert par des chemins inattendus. Un échec qui détruit l'orgueil. Une perte qui révèle l'essentiel. Une erreur qui révèle ce qui a besoin d'être guéri. L'inconscient fonctionne avec ironie, ce que l'on appelle malchance peut être une libération, ce que l'on appelle fin peut être un commencement. Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont la psyché s'organise. Jung disait que l'âme a des projets plus vastes que ce que l'esprit peut comprendre. Lorsqu'elle veut grandir, elle provoque des ruptures. Elle détruit le confort pour faire place à la réalité. Et c'est dans ce chaos que la transformation s'opère. L'observateur qui craignait autrefois l'effondrement commence à percevoir la beauté qui se cache derrière. L'effondrement, c'est l'âme qui se débarrasse de tout ce qui est inauthentique. Ce qui reste, c'est l'essentiel. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, la naissance du soi par la mort des illusions. On perd ses rôles, ses titres, ses masques, mais on acquiert quelque chose d'inachetable, la cohérence. Et la cohérence est le fondement de la paix intérieure. Cette transition n'est pas linéaire. Il y a des revers, des résistances, des moments de doute. On a envie de retourner à un aveuglement confortable, de faire semblant d'ignorer ce qu'on sait. Mais la véritable connaissance ne s'oublie pas. Une fois qu'on voit, on ne peut plus ignorer. L'innocence est perdue, mais à sa place, la conscience naît. Et, finalement, on comprend que ce qui semblait être une punition était une bénédiction. L'ombre n'a jamais été notre ennemi. C'est le maître qui nous a ramenés à nous-mêmes. Et si vous y prêtez attention, vous verrez que cela continue de vous apprendre. Chaque inconfort, chaque conflit, chaque personne qui vous irrite est une nouvelle leçon déguisée. Le monde entier est un miroir vivant. Et plus vous l'acceptez, plus vous vous éclairez. La vie n'a plus besoin de vous prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de vaincre qui que ce soit. Le jeu du pouvoir cède la place à l'art de comprendre. Et ce qui était autrefois une observation tactique se transforme en perception spirituelle. Vous ne cherchez plus à déceler les faiblesses. Vous cherchez à voir l'âme derrière les masques. C'est là que l'observateur commence à se transformer en guérisseur. Sa vision devient un instrument de conscience. Sa présence illumine la pièce. Les gens autour de vous ressentent des changements, même s'ils ignorent pourquoi. C'est parce que vous avez cessé de réagir et commencé à réfléchir. Le calme de l'observateur est contagieux, non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il est profond. Il ne se défend pas, n'accuse pas, ne dramatise pas. Il voit. Et voir vraiment, c'est aimer avec clarté. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Intégrer l'ombre n'est qu'un moyen. Au-delà, quelque chose de plus grand nous attend,
le contact avec les forces qui soutiennent toute existence, l'inconscient collectif. L'esprit humain n'est qu'une ondulation à la surface d'un océan de symboles qui nous relie tous. Jung disait qu'en acceptant l'ombre, l'individu accède à ce niveau de réalité plus profond. L'inconscient cesse d'être une menace et devient un guide. L'intuition s'affine, les rêves deviennent un langage vivant et l'observateur commence à percevoir que le monde est tissé de sens. Et c'est là que commence le véritable voyage. Car voir sa propre obscurité n'est qu'un début. L'étape suivante consiste à percevoir le mystère qui unit tous les êtres, le champ invisible où nos histoires s'entremêlent, où le temps semble perdre son pouvoir et où le hasard prend son sens. L'observateur, transformé, réalise que chaque geste humain s'inscrit dans un projet plus vaste. Et c'est ce regard qui mène à l'étape suivante, où le visible et l'invisible se rencontrent, et où la conscience individuelle entame un dialogue avec la conscience du monde. Pour l'instant, il vous suffit d'un silence suffisant pour entendre ce que l'ombre essaie de vous dire. Le reste viendra quand vous serez prêt. Car, comme nous l'a rappelé Jung, l'âme parle quand il y a des oreilles pour l'entendre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà commencé à écouter. Il y a quelque chose de troublant dans le moment où l'on commence à réaliser que le monde n'est pas seulement ce que l'on voit. C'est un instant presque imperceptible, un pli de perception où le quotidien prend une nouvelle profondeur, comme si la réalité commençait à respirer. On regarde quelqu'un traverser la rue et on sent qu'il n'y a plus qu'un corps en mouvement. Il y a une intention invisible, une histoire, une vibration ancienne qui se répète. Jung disait que l'inconscient collectif n'est pas en dessous de nous, mais en nous une dimension silencieuse de l'âme humaine, un océan psychique auquel chacun s'abreuve sans le savoir. Et lorsque l'observateur apprend à voir à travers ce prisme, le monde cesse d'être plat. Il devient symbolique, vivant, chargé de sens. On commence à remarquer que les événements ne sont pas isolés, ce sont des échos. Chaque geste humain est une note d'une mélodie bien plus ancienne. Quand on aime, on répète le mythe d'Héros et Psyché. Quand on trahit, on ravive la blessure de Prométhée. Quand on aspire au pouvoir, on incarne l'archétype du roi. Quand on détruit ce qu'on craint, c'est l'ombre du héros qui agit. Jung voyait dans ces répétitions la preuve que la psyché humaine est gouvernée par des formes universelles, les archétypes qui façonnent les émotions, les rêves et les choix. Ce sont des forces qui n'appartiennent pas à un individu, mais qui l'utilisent pour s'exprimer. Et une fois qu'on en prend conscience, on ressent une sorte de vertige. Qui vit votre vie? Vous, ou le mythe qui vous a choisi? C'est peut-être la question qui distingue l'ordinaire du conscient. Êtes-vous l'auteur de votre histoire ou le personnage d'un récit ancestral qui ne fait que se renouveler en vous? Jung affirmait que la plupart des gens s'identifient à un archétype dominant sans s'en rendre compte. Le martyr, le guerrier, le soignant, le chercheur, tous croient agir librement, alors qu'en réalité, ils obéissent simplement à un schéma énergétique collectif qui les traverse. L'observateur jungien, cependant, apprend à distinguer. Il perçoit quand un mythe lui parle. Il perçoit le moment où le discours n'est pas le sien, où les mots sont chargés de siècles d'expérience. Et en le remarquant, il commence à choisir. Le libre arbitre naît de la reconnaissance d'être ému. Et c'est à ce moment que le mystère s'épaissit. Car l'inconscient collectif n'est pas une archive morte de symboles, c'est une force créatrice qui répond à la conscience. Quand on l'observe, il nous observe en retour. La psyché répond par des images, des coïncidences, des synchronicités. On pense à quelqu'un, et le message arrive. On lit un mot, et il nous hante toute la journée. On rêve d'un orage, et le lendemain, le ciel se couvre de pluie. Ce sont de petits signes, presque ridicules pour l'esprit logique, mais indéniables à l'œil éveillé. Jung voyait dans ces événements la preuve d'un langage entre les mondes intérieurs et extérieurs. La frontière entre les deux est illusoire. Ce que nous appelons réalité n'est que l'inconscient devenu visible. Avez-vous remarqué comme certains lieux semblent parler? Comment certaines rues transportent des souvenirs, des maisons chargées d'énergie, des forêts qui apaisent les pensées? Jung croyait que l'inconscient collectif se manifeste aussi dans la matière. Forme, couleur, son sont des symboles condensés. Un temple antique, un pont, un miroir, aucun de ces objets n'est neutre. Chaque objet est porteur d'une signification archétypale. Le miroir, par exemple, est une invitation à l'individuation, le reflet qui révèle non pas le visage, mais ce qui se cache derrière lui. C'est pourquoi les contes anciens considéraient les miroirs comme des portails. Non pas parce qu'ils reflétaient le surnaturel, mais parce qu'ils révélaient les profondeurs psychiques. Et si le monde entier était un miroir déguisé? Si chaque rencontre, chaque obstacle, chaque joie n'était que l'inconscient cherchant à se reconnaître? Le quotidien, vu par l'observateur jungien, est une suite de symboles en interaction. Rien n'est vraiment ce qu'il paraît. L'embouteillage peut être le reflet d'une congestion intérieure des idées. Le patron autoritaire, la figure paternelle archétypale qui met l'ego au défi de mûrir.
L'enfant malade, l'appel de l'âme à prendre soin de son corps négligé. Rien n'est aléatoire, même si tout semble banal. L'inconscient collectif s'exprime par la banalité. Il utilise le quotidien comme un déguisement. Cette prise de conscience change tout. L'observateur cesse de réagir et commence à déchiffrer. Chaque événement devient un message. Chaque personne, un messager. Et ce qui semblait autrefois une répétition fastidieuse se révèle être un apprentissage en spirale. La vie ne se répète pas, elle persiste, jusqu'à ce que l'on comprenne. Jung disait que l'inconscient envoie des symboles lorsque le langage direct échoue. C'est pourquoi il utilise les images, les coïncidences et les rêves, pour contourner le blocage rationnel et atteindre le centre émotionnel. Lorsqu'on l'ignore, le symbole revient, sous une forme nouvelle, plus intense, plus difficile à nier. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous hantait, une situation, un type de personne, une émotion qui revient même quand tout a changé? C'est l'appel de l'inconscient. Il ne veut pas vous punir, il veut vous intégrer. Tout ce qui revient apporte une part de vous qui n'a pas encore été entendue. Et plus vous fuyez, plus la vie se répète. L'amour qui se transforme en obsession, le succès qui se termine par la culpabilité, l'amitié qui finit toujours pareil. Ce sont des schémas, pas des punitions. Ce sont des mythes qui appellent à la prise de conscience. Certains l'appellent le destin. Jung préférait parler de nécessité psychique. Le destin, c'est l'inconscient qui insiste jusqu'à ce que le conscient participe au jeu. L'âme désire l'unité, et pour cela, elle a besoin que vous voyiez. Lorsque vous comprenez le schéma, le destin se dissout. Vous cessez d'être manipulé et commencez à jouer. La synchronicité devient votre allié. Le monde commence à coopérer, car vous et le monde êtes un même mouvement vu sous des angles différents. Mais il y a ici un danger subtil, l'ego peut s'éprendre de sa propre lucidité. Il finit par croire qu'il maîtrise les symboles, qu'il déchiffre l'univers. C'est l'archétype du magicien inversé, celui qui utilise la connaissance pour contrôler plutôt que pour comprendre. Jung nous a mis en garde contre cela. Le véritable observateur n'est pas celui qui interprète tout, c'est celui qui écoute. La surinterprétation tue le mystère. Ce qui sauve, c'est l'émerveillement. L'émerveillement maintient l'âme en vie. Peut-on entretenir le mystère sans chercher à le réduire à une explication? Peut-on accepter que certaines choses ne soient pas à comprendre, mais à vivre? C'est la preuve de la maturation de la conscience. L'esprit occidental a été formé à analyser, décortiquer et cataloguer. La psyché, en revanche, est poétique. Elle parle par images, paradoxes et contradictions. L'inconscient ne veut pas être déchiffré comme un code, il veut être entendu comme une musique. Et l'observateur qui apprend à écouter commence lentement à ressentir le rythme de la vie intérieure. À un moment donné, ce rythme commence à se manifester par des rêves plus clairs et plus précis. Des rêves non seulement confus, mais structurés, presque narratifs. Jung disait que l'inconscient est un artiste et que les rêves sont ses œuvres d'art. Il compense ce que le conscient ne veut pas voir et anticipe l'avenir. L'inconscient est plus rapide que le temps. Il perçoit à l'avance ce que l'ego ne comprendra que plus tard. C'est comme si l'âme vivait dans le futur tandis que le corps s'obstinait à rester dans le présent. Avez-vous déjà rêvé quelque chose, et quelques jours plus tard, vécu une scène similaire? Avez-vous déjà pensé qu'une coïncidence était plus importante qu'un hasard? C'est l'inconscient qui essaie de vous avertir que tout est lié. Jung a vécu des expériences similaires à maintes reprises. Une patiente a raconté avoir rêvé d'un scarabée doré, tandis qu'elle parlait, un insecte identique a tapoté à la fenêtre du bureau. Le psychiatre n'y a pas vu de superstition, mais une communication symbolique. Le scarabée, symbole égyptien de renaissance, est apparu au moment précis où la patiente a entamé un processus de transformation intérieure. Le monde a répondu à la psyché. Ces moments sont ce que Jung appelait la synchronicité, des événements extérieurs liés à des états intérieurs par leur signification, et non par leur cause. L'esprit cartésien les appelle coïncidences, mais ceux qui observent avec le cœur les perçoivent comme des réponses. Quand l'âme parle, l'univers résonne. L'observateur jungien vit attentif à ses échos. Il ne recherche pas les signes par anxiété, il les reconnaît lorsqu'ils se présentent. La différence est cruciale. Chercher renforce l'inconscient. Reconnaître l'invite à coopérer. Et cette coopération transforme notre façon d'exister. On cesse de voir le monde comme une scène pour le voir comme un organisme. Tout est vivant. Le hasard devient langage. Les séparations deviennent illusions. Jung disait que la psyché est une totalité autosuffisante, le soi est le centre qui organise tout. Lorsqu'on s'aligne sur lui, le chaos se réorganise. Le trafic irritant devient une pause. La perte douloureuse devient libération. La douleur qui a fait de vous une victime devient initiation. Mais il y a quelque chose de plus profond et dont on parle moins. L'inconscient collectif n'est pas seulement un dépôt de symboles humains.
C'est une frontière entre l'humain et le lumineux. Jung l'appelait le domaine des dieux. C'est le point où la psychologie touche au mystérieux. Et c'est là que l'observateur a besoin d'humilité. Car le contact avec ce royaume peut élargir la perception à un point tel que l'esprit ordinaire ne peut le gérer. La fascination pour le sacré peut se transformer en illusion si l'ego n'est pas centré. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines expériences spirituelles intenses peuvent ressembler à de la folie? Jung le savait. Il a lui-même franchi cette ligne ténue. La différence entre l'illumination et la désintégration réside dans la capacité à rester observateur, à voir sans être englouti, à ressentir sans identifier. La conscience est l'encre qui empêche la plongée de se transformer en noyade. C'est pourquoi il a dit, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. La douleur est le prix de l'expansion. Et pourtant, la récompense est inestimable. Car voir le monde sous cet angle, c'est redécouvrir le sacré caché dans l'ordinaire. Le simple geste de servir un café peut devenir un rituel. Une conversation banale, une confession. Un regard échangé, des retrouvailles entre âmes. Rien n'est anodin quand on reconnaît que tout est porteur d'une énergie archétypale. La vie est un dialogue entre des dieux endormis dans des corps humains, qui tentent de se souvenir de qui ils sont. Mais cette mémoire présente un paradoxe, plus on s'approche du sacré, plus on réalise qu'il est omniprésent. L'extraordinaire se dissout dans l'ordinaire. La frontière entre le spirituel et l'humain s'estompe. On comprend que Dieu n'est pas extérieur, il est au plus profond de la psyché. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'observateur qui regarde à l'intérieur n'échappe pas au monde, il l'habite avec une présence totale. Pouvez-vous imaginer vivre ainsi, où chaque instant est symbolique, chaque rencontre est un miroir et chaque défi un rite de passage? Cette conscience exige une attention constante, mais offre en retour un sentiment d'appartenance radicale. La peur de la solitude se dissipe, car la solitude est aussi un symbole, l'archétype de l'ermite, du chercheur de vérité. La douleur cesse d'être une punition pour devenir une initiation. L'échec devient une purification. Tout a un but, même ce qui semble injuste. Et lorsque l'observateur atteint ce point, quelque chose d'inattendu se produit, il réalise que l'inconscient collectif apprend aussi de lui. Jung l'avait pressenti. La conscience humaine évolue, et avec elle, l'inconscient lui-même se transforme. Chaque éveil élargit le champ symbolique de l'humanité tout entière. Chaque ombre intégrée diminue la violence du monde. Chaque acte de compréhension modifie le réseau invisible qui relie tous les êtres. L'inconscient collectif n'est pas statique, c'est un organisme vivant en expansion. Puis une révélation silencieuse surgit, observer, c'est participer. Le simple fait de percevoir modifie ce qui est perçu. L'observation consciente est créatrice. La réalité, tel un miroir liquide, est façonnée par la qualité du regard qui la contemple. Quand l'observateur juge, le monde se durcit. Quand on comprend, le monde s'ouvre. C'est pourquoi Jung disait que la plus grande contribution que l'on puisse apporter à l'humanité est de prendre conscience de soi. Mais la conscience n'est pas un trône, c'est un passage. L'observateur qui s'approche trop du centre risque de se brûler. Le soi, ce soleil intérieur, illumine et brûle. Nombreux sont ceux qui reculent à ce stade, effrayés par son intensité. D'autres s'égarent, se prenant pour la lumière même. Jung les appelait, gonflés par l'archétype. Tel est le danger de l'identification au divin, l'ego qui s'imagine être Dieu perd contact avec l'humain. L'équilibre réside dans le fait d'être un canal, et non un maître. Avez-vous déjà ressenti la tentation de contrôler ce dont vous devriez seulement être témoin? C'est l'illusion ultime de l'observateur. L'esprit cherche à saisir le mystère, à cataloguer l'invisible, mais l'invisible ne peut être exprimé par des mots. L'inconscient n'est pas à conquérir, mais à habiter. Et habiter l'inconscient, c'est accepter de vivre entre deux mondes, celui de la forme et celui du symbole, celui de la raison et celui de l'image. C'est vivre en sachant que le visible n'est que le reflet de l'invisible qui se regarde. En comprenant cela, l'observateur devient l'artiste de sa propre vie. Il peint par le geste, sculpte par le choix, compose par le silence. Le mythe cesse de commander et commence à inspirer. Il n'est plus prisonnier des archétypes, il est son interlocuteur. Et lorsqu'il agit en harmonie avec les forces qui le dominaient auparavant. L'inconscient cesse d'être une ombre et devient une source. Et puis, soudain, le monde paraît plus léger. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il est désormais compris. Le chaos est reconnu comme partie intégrante de l'ordre, l'imperfection comme expression du tout. L'observateur sourit face à la tragédie et pleure face à la beauté, comprenant que les deux sont les visages d'une même divinité. La vie, autrefois redoutée, est désormais vénérée. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que le regard qui voit est le même qui crée. La conscience n'est pas seulement un miroir, c'est un soleil.
Et à chaque éclair de lucidité, quelque chose dans le monde se réorganise. Vous n'observez pas la vie de l'extérieur, vous participez à la naissance constante de la réalité. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte d'attention est une graine semée dans le tissu invisible de l'être. Jung appelait cet état, vie symbolique, vivre en harmonie avec les significations qui nourrissent le monde. C'est l'opposé de l'existence automatique. C'est une vie où tout communique, où chaque événement est une invitation, chaque douleur une instruction, chaque joie une confirmation. Et l'observateur qui y parvient comprend enfin qu'observer, c'est aimer l'invisible jusqu'à ce qu'il s'épanouisse. Et c'est peut-être là la révélation la plus profonde, l'inconscient collectif, avec toute son immensité, n'est pas seulement un héritage psychique de l'humanité, c'est le langage de Dieu en elle. L'observateur, en prenant conscience de ce langage, ne se contente pas de lire l'univers, il l'écrit. Car quiconque comprend le symbole comprend le code de la création. Et c'est à ce moment que l'histoire change de direction. L'observateur, qui au départ se contentait de voir, commence désormais à influencer ce qu'il voit. Il devient un pont entre les mondes, un interprète entre l'invisible et le concret, un messager entre l'humain et le divin. Mais pour avancer, il doit affronter quelque chose d'encore plus subtil que l'ombre, le pouvoir d'agir selon ce qu'il comprend. Et ce sera la prochaine étape, lorsque l'observation deviendra action et que la vision deviendra destination. Il arrive un moment dans tout voyage intérieur où la connaissance ne suffit plus. On peut comprendre les symboles, reconnaître l'ombre, déchiffrer les rêves, interpréter les coïncidences, et pourtant rester prisonnier du même cycle. Jung disait que « connaître n'est pas vivre », et cette phrase marque un tournant. Certains accumulent la sagesse comme quelqu'un qui collectionne les livres, sans jamais les lire véritablement. L'observateur qui s'arrête pour contempler transforme la conscience en un miroir immobile. Ce qui vous libère, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous en faites. C'est à ce stade que la vision doit se transformer en action. Et toute action véritable naît de la rencontre entre l'intuition et le moment opportun. Tout le reste n'est que témérité ou peur déguisée en prudence. Jung croyait que la transformation psychologique dépend d'un acte, un geste symbolique qui unit les mondes intérieurs et extérieurs. Quelque chose qui rend l'invisible concret. Il peut s'agir d'un pardon silencieux, d'un renoncement, d'un changement de cap, ou même d'un simple « non » prononcé pour la première fois sans culpabilité. Lorsque la compréhension reste dans le domaine mental, elle devient vide. Mais lorsqu'elle se transforme en comportement, elle résonne. C'est comme si l'univers entier répondait « Enfin, ce que vous avez compris est devenu réel. » L'action est le sceau de la conscience. L'un des patients de Jung illustre parfaitement ce phénomène. C'était un riche homme d'affaires, admiré, mais tourmenté par des crises de panique. Il disait ressentir une force invisible, le hanter, l'empêchant de trouver le repos. Dans ses rêves, il voyait un aigle prisonnier d'une cage dorée. L'interprétation était simple, l'aigle représentait son esprit créatif emprisonné dans une routine matérialiste. Il comprenait, acceptait, analysait, et restait le même. Jusqu'au jour où un incendie détruisit une partie de son entreprise. Il perdit presque tout et, pour la première fois depuis des décennies, il n'eut plus besoin de prétendre avoir le contrôle. Il fut contraint d'arrêter. Durant cette pause forcée, il redécouvrit la peinture, une passion de jeunesse. Il se mit à peindre tous les jours, non pas pour l'argent, mais par nécessité vitale. Les crises cessèrent. Il disait, le feu extérieur ne brûlait que ce qui brûlait déjà à l'intérieur. L'inconscient, lorsqu'il est ignoré, crée ses propres opportunités d'action. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de changer quelque chose et reculer à la dernière minute? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle montré la voie et la raison vous a-t-elle convaincu de rester sur place? L'intuition, disait Jung, est le langage du soi, le centre de la psyché qui voit au-delà de l'ego. Le problème, c'est que l'ego craint de perdre le contrôle. Il préfère la prévisibilité à la liberté. Et pourtant, la vie n'attend pas. Si vous n'agissez pas, elle agit pour vous. La synchronicité devient catastrophe. Ce qui aurait pu être un choix devient destin. L'observation, sans courage, devient prison. En 1944, Jung vécut une expérience qui le transforma profondément. Victime d'une crise cardiaque, il oscilla entre la vie et la mort pendant des semaines. Durant cette période, il eut des visions saisissantes. Il décrit s'être vu flotter au-dessus de la Terre, observant la planète de loin, ressentant une paix indescriptible. Sa perception du corps disparut. Le temps perdit son sens. Il comprit qu'il existait quelque chose au-delà de l'individualité, une conscience supérieure dont nous faisons tous partie. Mais dès qu'il accepta pleinement cette dimension, il fut ramené en arrière. Il se réveilla à l'hôpital. « Je savais que j'avais encore quelque chose à faire dans le monde », écrivit-il. Après cela, il commença à vivre avec une simplicité radicale.
Il disait que la mort l'avait libéré du besoin de prouver quoi que ce soit. Cette expérience lui fit comprendre que l'action véritable est toujours un service rendu à la collectivité. Même la décision personnelle la plus intime affecte le tissu invisible qui nous unit tous. Cette perspective modifie la façon d'agir de l'observateur. Il cesse d'être guidé par l'ambition et commence à agir de manière incohérente. L'impulsion vient de l'intérieur, mais les conséquences se font sentir dans le monde. La psychologie analytique appelle cet état autocongruence, lorsque les actions extérieures reflètent la vérité intérieure. Une femme peut vivre des années malheureuses en mariage par crainte de rompre un rôle social. Le jour où elle décide de partir, même sans savoir ce qui l'attend, son âme respire à nouveau. Un homme peut rester dans un emploi qui l'épuise par peur de l'incertitude. Le jour où il ose changer, il découvre des forces qu'il n'imaginait pas posséder. L'inconscient récompense le courage. Il réorganise la réalité autour de gestes authentiques. Mais le courage est rarement évident. L'hésitation précède l'acte. L'ego invente 1000 justifications pour ne pas bouger, ce n'est pas le bon moment, les conditions ne sont pas réunies, peut-être plus tard. Jung disait que le bon moment n'est pas ce qui semble sûr, mais ce qui semble inévitable. C'est le moment où rester le même est plus douloureux que de prendre des risques. C'est le point de saturation, l'apogée symbolique de toute transformation. Le héros du mythe hésite toujours avant de sauter le pas. Jonas fuit sa mission et est avalé par la baleine. Moïse refuse de libérer le peuple. Bouddha affronte Mara avant l'illumination. L'hésitation est la porte d'entrée. Avez-vous déjà remarqué que la vie crée toujours le scénario parfait pour mettre votre détermination à l'épreuve? Lorsque vous vous promettez de ne plus accepter le minimum, celui-ci apparaît comme une opportunité. Lorsque vous décidez d'être honnête, l'occasion de mentir et de fuir se présente. Lorsque vous promettez d'aimer sincèrement, la peur revient sous les traits de la raison. L'inconscient n'est pas un ennemi, mais un observateur. Il répète la leçon jusqu'à ce que le geste s'impose. Ce n'est qu'alors que l'énergie psychique est libérée pour de nouveaux défis. Les neurosciences modernes confirment curieusement une intuition de Jung. La recherche montre que le cerveau humain crée des schémas de confort qui résistent au changement. Même les décisions conscientes se heurtent aux réseaux neuronaux automatisés. La véritable transformation ne se produit que lorsque l'émotion et la pensée convergent. Autrement dit, lorsque la compréhension rationnelle est scellée par une expérience symbolique intense. C'est pourquoi les rituels, l'art et la spiritualité sont puissants, ils unissent le sentiment et l'action, le conscient et l'inconscient. Le cerveau réagit aux symboles. Le soi s'exprime à travers eux. Un exemple frappant nous vient de l'histoire d'un soldat suisse soigné par Jung après la Première Guerre mondiale. L'homme faisait des cauchemars récurrents concernant un cheval blessé, qu'il tentait en vain de sauver. Le rêve revenait depuis des années. Lors d'une séance, Jung lui demanda ce qu'il faisait pour soulager la souffrance de l'animal. Le patient répondit, « Je me réveille avant de pouvoir le faire. » Jung suggéra, « La prochaine fois, attends. Reste. On verra ce qui se passe. » La nuit suivante, l'homme rêva de nouveau du cheval. Au lieu de fuir, il resta. Il vit l'animal mourir, et peu après, se transformer en un enfant souriant. Le cauchemar ne revint jamais. Le geste symbolique resté et témoigné ferma le cycle. L'inconscient avait besoin qu'il cesse de fuir. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous fuyiez? Qu'est-ce qui se répète dans votre vie parce que vous vous réveillez toujours avant la fin de la scène? C'est la question qui ouvre la porte à l'action consciente. Car toute fuite retarde la guérison. L'acte libérateur est presque toujours celui que vous craignez le plus. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas se laisser guider par la peur. Et là, quelque chose de fascinant se produit, lorsqu'on agit en accord avec le soi, le monde réagit de manière inattendue. Des personnes surgissent de nulle part pour apporter leur aide, les coïncidences accélèrent les processus, des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Jung voyait là la synchronicité dans sa forme la plus aboutie, la coopération entre le conscient et l'inconscient se manifestant par des événements concrets. Il appelait cela la magie objective, le pouvoir de transformer la réalité sans rien manipuler, simplement en agissant depuis le centre. C'est l'opposé de la superstition, car elle ne cherche pas à contrôler le monde, mais simplement à s'harmoniser avec lui. Un récit peu connu de Jung illustre bien cette idée. En 1925, lors d'un voyage en Afrique, il séjourna parmi des tribus près du Kenya. Il fut fasciné par la façon dont les indigènes reliaient chaque événement naturel à une décision humaine. Si la pluie tardait à arriver, il disait que le village avait perdu son équilibre intérieur. Si le gibier était abondant, c'était signe que les esprits étaient satisfaits. Jung, initialement sceptique, réalisa qu'en considérant le monde comme un être vivant, ces gens vivaient avec un sentiment de connexion permanente. Et à son retour en Europe, il remarqua le contraste, l'homme moderne, fier de sa raison,
vivaient entourés de bruit, mais déconnectés du sens. La tribu africaine agissait comme si chaque geste avait des conséquences cosmiques. Peut-être, pensa-t-il, n'avait-il pas tort. Cela change la question fondamentale, et si nos actions n'étaient pas seulement des choix personnels, mais des mouvements affectant l'ensemble du réseau psychique de la planète? Jung croyait que chaque transformation individuelle influence l'inconscient collectif. Un acte de lucidité se propage silencieusement, telle une vague dans le champ symbolique. C'est pourquoi les guides spirituels, les artistes, les scientifiques et les personnes ordinaires qui agissent avec cohérence finissent par inspirer des transformations sans jamais les avoir planifiées. La conscience est contagieuse. Mais le pouvoir d'agir comporte un risque, la manipulation. La tentation d'utiliser le savoir pour influencer autrui sans clarté éthique. Jung l'a observé chez les politiciens, les personnalités religieuses et même les psychologues. Le pouvoir né de l'observation peut être corrompu lorsque l'ego cherche à prendre le contrôle. La différence entre leadership et domination réside dans l'intention. Un véritable leader agit pour servir le processus d'intégration, et non pour obtenir un avantage. Il éveille le soi chez les autres, et non pour les maintenir dans une dépendance. Des expériences sociales modernes ont observé un phénomène similaire. Les personnes qui pratiquent l'écoute empathique, c'est-à-dire qui observent sans juger, provoquent de réels changements neurologiques chez leurs interlocuteurs. Le cerveau de l'autre personne commence à imiter le schéma de calme de l'observateur. Cela signifie que la présence consciente est biologiquement transformatrice. Lorsque vous agissez en pleine conscience, vous modifiez le champ émotionnel qui vous entoure. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Jung appellerait cela l'effet d'aura psychique. Ainsi, l'action ne se limite pas à ce que l'on fait, mais à ce que l'on est. Avez-vous déjà remarqué comment certains environnements deviennent plus calmes lorsque certaines personnes entrent, ou plus tendus lorsque d'autres apparaissent? La psyché est contagieuse. L'observateur mature le comprend et commence à cultiver sa propre fréquence avant d'agir. Il ne cherche pas à changer le monde, il change le champ dans lequel il se déroule. L'action commence avant le geste. Un épisode marquant de la vie de Jung illustre la force de cette position. Lors d'une conférence à Vienne, il fut interrompu par un critique agressif qui l'accusait de mélanger religion et science. La tension monta dans la salle. Jung ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux pendant près d'une minute, fixant simplement l'homme. Progressivement, le ton du critique s'adoucit. Sa voix trembla, sa colère s'estompant. Lorsque Jung prit enfin la parole, il dit simplement « Que craignez-vous de perdre si le mystère existe ?» L'homme pleura. Tel était le pouvoir de l'observation de la présence en action. Mais agir consciemment ne signifie pas passivité. Cela implique précision. L'observateur ne se précipite pas, mais ne tergiverse pas non plus. Il sait que le bon moment est celui où l'âme dit « maintenant ». Et ce moment ne coïncide presque jamais avec la convenance. La vie exige un courage inopportun. La grande percée n'arrive jamais quand tout est prêt. Elle survient quand on est sur le point d'abandonner. Pensez à toutes les histoires de transformation qui commencent par une dépression. Des personnes qui ont tout perdu et ont découvert l'essentiel. Des patients qui, face à la mort, ont trouvé un sens. Jung appelait ces crises « confrontation avec le soi ». L'ego est contraint de s'abandonner, et de cet abandon naît quelque chose de nouveau. C'est comme le mythe du phénix, le feu détruit, mais purifie aussi. La souffrance, vécue consciemment, est toujours un acte créateur. Vous souvenez-vous d'une époque où tout semblait s'écrouler, et pourtant quelque chose en vous demeurait intact? Ce noyau qui survit, c'est le soi. Il observe l'effondrement sans être détruit. Et c'est de ce noyau qu'émerge une nouvelle action. Après la douleur, vous agissez différemment. Vous agissez sans avoir besoin de faire vos preuves, sans rechercher l'approbation. L'action devient expression, et non compensation. À ce stade, l'observateur apprend la valeur du silence actif. Il existe des situations où se taire est le geste le plus puissant. Le silence conscient diffère de l'omission, c'est le refus d'alimenter le bruit. Dans un monde obsédé par les réponses, le silence est une révolution. Jung disait que l'âme parle plus fort lorsque l'ego est silencieux. Parfois, agir signifie laisser parler l'espace. Mais le silence ne doit pas devenir une échappatoire. C'est une pause entre deux mouvements, et non la fin d'une danse. L'observateur authentique alterne contemplation et action comme la respiration. Voir et agir, inspirer et expirer. La sagesse réside dans la cadence. Trop agir sans observer mène au chaos, trop observer sans agir mène à la stagnation. L'équilibre est le pouls du soi. L'une des histoires les plus énigmatiques de Jung se déroule à Bollingen, où il construit une tour au bord du lac. Il la construit petit à petit, de ses propres mains, comme un temple personnel. Il y grave des symboles alchimiques, des inscriptions latines et des représentations oniriques. Quand ses amis lui demandent pourquoi il y passe autant de temps,
Il répond, chaque pierre est une idée incarnée. C'est sa façon d'unir le monde intérieur et le monde extérieur. Travailler de ses mains le maintient ancré. La tour n'est pas un refuge, c'est une manifestation. La preuve que la pensée n'est complète que lorsqu'elle prend forme. Et c'est ce qui manque à l'homme moderne, la forme. Nous vivons saturés d'idées et vides de gestes. Nous parlons de conscience, mais nous agissons en mode automatique. Nous répétons des mots comme « lumière »,« énergie »,« but », sans jamais les incarner concrètement. L'observateur jungien fait le contraire, il parle peu, agit avec densité. Chaque choix est porteur d'un symbole. Chaque décision est un rite. Des données curieuses confirment cette relation entre intention et résultat. Des recherches en psychologie comportementale montrent que les personnes qui écrivent leurs objectifs de manière symbolique en utilisant des images, des métaphores et des émotions ont plus de chances de les atteindre que celles qui se contentent d'énumérer des tâches. Le cerveau réagit mieux au sens qu'à l'ordre. Il s'agit là de psychologie analytique appliquée pure. L'inconscient coopère lorsqu'il est traité comme un allié créatif, et non comme un esclave rationnel. Avez-vous déjà essayé d'agir comme si chaque geste était un symbole ? Prendre un bain comme pour se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Écrire comme pour invoquer une nouvelle réalité. Manger avec présence, sachant que la nourriture est une forme de communion avec la vie. Ces gestes simples transforment la routine en rituel. Et le rituel, pour Jung, est le corps de l'âme. Il ancre l'invisible dans le temps. En vivant ainsi, le monde réagit différemment. Les coïncidences se multiplient, les bonnes rencontres se rapprochent et les situations destructrices perdent de leur pouvoir. Il ne s'agit pas de mysticisme naïf, mais de psychodynamique. Le soi réorganise l'énergie psychique pour maintenir la cohérence. L'univers ne punit ni ne récompense, il reflète. Et c'est là que surgit le prochain défi, le pouvoir de façonner la réalité exige de la discipline. Jung disait que le danger ne réside pas dans le fait de trop voir, mais dans le fait d'agir sans préparation. La conscience est un instrument tranchant. Mal utilisée, elle blesse. Bien utilisée, elle guérit. Par conséquent, l'observateur doit cultiver ce que les anciens appelaient le discernement. C'est le don de savoir quand, dans quelle mesure et comment agir. Et ce don naît de l'écoute intérieure. En 1936, Jung fut invité à Londres pour parler de la montée des régimes totalitaires. Il prédit, avec une précision effrayante, que le fanatisme collectif mènerait à une guerre dévastatrice. Il déclara, « L'inconscient collectif européen est possédé par un archétype obscur du pouvoir. Quand l'homme perd le dialogue avec l'âme, les dieux reviennent sous la forme d'idéologie. Rares étaient ceux qui le prenaient au sérieux. » 3 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Jung n'était pas un prophète, c'était un observateur. Il savait lire les symboles qui précèdent les catastrophes. C'est la fonction première de la conscience, anticiper le danger afin que l'action soit préventive et non réactive. Pouvez-vous imaginer la puissance d'une société composée d'individus conscients de leurs ombres ? Le fanatisme disparaîtrait. La violence perdrait son audience. La manipulation perdrait du terrain. L'observateur n'est pas une masse, c'est un centre. Et un monde de centres est incontrôlable. C'est pourquoi l'individuation est un acte politique déguisé en voyage intérieur. Mais le chemin ne s'arrête pas là. À mesure que l'observateur apprend à agir consciemment, quelque chose en lui commence à se transformer. Le désir de contrôler cède la place à celui de coopérer. La volonté de vaincre cède la place à la volonté de comprendre. L'action devient un orchestre, et non un duel. L'ego s'incline devant le soi, paradoxalement, gagne en force. Tel est le pouvoir du serviteur conscient, celui qui domine parce qu'il sert ce qui est plus grand. En fin de compte, agir en conscience signifie devenir le canal de sa propre destinée. La vie cesse d'être une suite de coïncidences pour devenir une composition. Chaque mouvement participe d'une symphonie invisible que seul le silence intérieur nous permet d'entendre. Et lorsque l'observateur atteint cette harmonie, le monde entier semble changer de texture. La réalité se penche subtilement en faveur de la cohérence. Comprenez-vous maintenant l'ampleur de tout cela ? L'observation a évolué vers la perception. La perception est devenue compréhension. Et la compréhension est devenue action. La psyché, autrefois scène de conflit, est désormais instrument de création. Le soi silencieux gouverne le geste. La vie, obéissante, se réorganise. L'observateur cesse d'être spectateur pour devenir auteur. Mais il reste une dernière leçon, la plus difficile de toutes, apprendre à agir sans attachement aux résultats. C'est là que se révèle le véritable pouvoir. Agir par amour pour la vérité de l'acte, et non pour la garantie du fruit. C'est cela. Il arrive un moment où la lucidité cesse d'être une bénédiction pour devenir un fardeau. Quand l'observateur commence à voir trop, le monde qui l'entoure semble se défaire. Les gens continuent de sourire, les conversations, la routine,
mais quelque chose a changé. Le regard qui cherchait autrefois à comprendre saisit désormais des détails que personne d'autre ne remarque, des hésitations cachées dans les mots, des mensonges déguisés en gentillesse, des gestes automatiques répétés inconsciemment. Tout ce qui semblait harmonieux révèle des fissures. Jung disait que la conscience est comme une lumière, plus elle est brillante, plus elle projette d'ombre. Et lorsque cette lumière est pleinement allumée, le prix est inévitable, la solitude. L'observateur réalise que la plus grande distance possible entre deux êtres humains n'est pas physique, mais psychologique. C'est la distance entre celui qui voit et celui qui dort encore. Il tente de partager ce qu'il a découvert, mais les mots lui semblent étrangers. On s'agace, on détourne le sujet ou on tente de réduire la profondeur de ses propos à un simple « tu penses trop ». C'est alors qu'il comprend, la lucidité l'a isolé. Le monde n'est pas fait pour ceux qui voient tout. Il est fait pour ceux qui choisissent de voir juste assez pour fonctionner. Celui qui observe sans partage n'a plus sa place. La clarté est une forme d'exil. La solitude commence subtilement. D'abord vient l'éloignement. Il surprend une conversation et remarque sa superficialité. Vous assistez à une fête et ressentez un vide indéniable. Les rires semblent des échos lointains. Les liens qui vous nourrissaient autrefois vous ennuient désormais. La perception s'élargit, mais l'appartenance se dissout. Il commence à se demander si voir tant de choses en vaut la peine. La réponse ne vient pas facilement. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, l'étape où la conscience traverse le désert du sens. L'ancien ne sert plus à rien, et le nouveau n'est pas encore né. Avez-vous déjà ressenti cela? Le sentiment de ne pas appartenir à un lieu, d'être entre deux mondes, de comprendre trop pour être naïf et pourtant de ne pas savoir quoi en faire? C'est à ce moment-là que l'observateur est confronté au paradoxe de l'illumination. La conscience le libère des illusions, mais le prive aussi du réconfort qu'elle lui offrait. Il ne peut plus croire aux masques, mais doit continuer à vivre parmi eux. C'est comme s'il portait en lui une vérité trop grande pour s'intégrer aux formes de la vie ordinaire. Et cette disproportion le blesse. Jung a averti que nul ne devrait rechercher l'illumination pour échapper à la douleur, car c'est précisément dans la douleur qu'elle surgit. Le chemin de la conscience n'est pas une ascension sans effort, c'est une plongée. C'est une descente vers le point le plus dense de l'être, là où résident les pulsions refoulées, les traumatismes et les peurs ancestrales. La douleur n'est pas un obstacle, c'est une porte. Mais celui qui franchit cette porte a besoin de courage pour y demeurer, car au cœur de l'âme, il n'y a aucune garantie, seulement des miroirs. L'observateur voit se refléter tous les visages qu'il a jamais eus, tous les mensonges qu'il s'est racontés, tous les amours qu'il a détruits par peur. Il n'y a pas de dissimulation. Il est nu face à son propre abîme. L'esprit tente de résister. Il invente des excuses, des rationalisations, des échappatoires. Il cherche des distractions, se plonge dans le travail, poursuit de nouveaux centres d'intérêt. Mais l'appel intérieur ne disparaît pas. Il se manifeste par des rêves, des erreurs, des répétitions. L'inconscient exige d'être reconnu. Jung disait que si une personne ne se tourne pas vers l'intérieur, la vie la pousse en avant. Et elle la pousse en avant par des événements qui semblent être de la malchance, alors qu'ils sont en réalité des messages. La perte d'un emploi, la fin d'une relation, une maladie inattendue, tout ce qui vous force à vous arrêter est une forme d'appel. L'âme appelle de multiples façons. Dans l'un des journaux de Jung, on trouve une entrée énigmatique, tout ce qui n'est pas intégré revient comme le destin. Il comprenait que la souffrance inévitable est le prix du rejet. Ce que l'on n'accepte pas en soi devient une chose à laquelle le monde nous force à faire face. L'observateur commence à percevoir ce schéma. Il réalise qu'il n'y a pas de coïncidence dans la douleur. Chaque perte le ramène à un aspect oublié de sa propre âme. Chaque personne difficile est le miroir de ce qu'il tente encore de contrôler. La colère qu'il ressent est toujours proportionnelle à la vérité qu'il évite. Mais cette lucidité n'apporte pas seulement clarté, elle apporte du poids. Le monde devient un champ vibrant d'intentions et de contradictions. Il ressent la lassitude de celui qui porte trop de connaissances. Il commence à regretter son ignorance d'autrefois. Il y a des jours où il se réveille et pense, comme c'était agréable de croire que tout avait un sens simple. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on a vu ce qui se cache derrière le rideau, on ne peut plus prétendre que le rideau est le tout. L'observateur doit apprendre à vivre avec ce qu'il a vu, et c'est cet apprentissage qui le transforme. À un moment donné, il comprend qu'il n'est pas seul. Dans ses rêves ou par d'improbables coïncidences, il croise d'autres âmes éveillées. Des personnes qui parlent peu mais regardent profondément. Des personnes dont le visage exprime une étrange sérénité, née du même exil. Ces présences lui rappellent que la conscience, bien que solitaire, est partagée à un autre niveau. Le soi unit ce que l'ego sépare. Il n'existe pas de communauté plus silencieuse et plus réelle que celle de ceux qui ont appris à voir. Jung appelait cela la communion intérieure.
Il ne s'agit pas de groupe, de religion ou de philosophie. C'est une reconnaissance silencieuse, moi aussi, je vois. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Un inconnu qui semble vous connaître depuis des siècles, qui comprend vos poses, qui sourit au bon moment sans avoir besoin d'explication? C'est le genre de rencontre que votre inconscient organise lorsque vous commencez à mûrir spirituellement. Ce sont des retrouvailles symboliques des archétypes à forme humaine qui fonctionnent comme des ponts. La vie vous envoie des alliés invisibles dès que vous acceptez le chemin. Aucun d'eux ne reste éternellement, car ils n'étaient pas censés être un soutien, mais un stimulant. Une fois leur rôle rempli, ils disparaissent. La solitude revient, mais elle est différente. Elle est choisie. À ce stade, l'observateur apprend la valeur du calme. Le silence, autrefois pesant, est désormais nourrissant. Il commence à ressentir une présence constante en lui-même, une sorte de témoin silencieux qui observe même ses pensées les plus intimes. Ce n'est ni peur ni invasion, c'est la paix. Jung disait que le soi est le cœur de la psyché, le centre qui maintient tout ensemble. L'ego n'est qu'un fragment qui l'entoure. Lorsque l'observateur reconnaît ce centre, quelque chose se déplace dans la hiérarchie intérieure. Le soi cesse d'être un commandant pour devenir un instrument. Les décisions deviennent plus intuitives, les actions plus précises. Mais l'ego ne capitule pas facilement. Il tente de reprendre le contrôle par des moyens subtils. L'observateur le ressent lorsqu'il s'irrite de ne pas être compris, lorsqu'il s'enorgueillit de sa propre lucidité, lorsqu'il juge les autres parce qu'ils dorment. L'ego spiritualisé est le plus dangereux de tous, celui qui se drape de sagesse pour maintenir son pouvoir. Jung nous a averti que l'individuation n'est pas la fin de l'ego, mais sa rééducation. Il doit apprendre à servir le soi, et non à rivaliser avec lui. Ce combat intérieur est le plus long, car il n'a pas de témoin. On en trouve un exemple dans les journaux intimes de Jung, où il confesse envier la simplicité des gens ordinaires. Alors que tous semblaient satisfaits de leur vie pratique, il portait le fardeau de l'invisible. Il y avait des jours où il souhaitait échanger la sagesse contre un peu d'oubli. Et pourtant, il savait que c'était impossible. Le prix de l'âme est le poids de la conscience, écrivait-il. C'est pourquoi les mythes anciens disaient que la connaissance chasse du paradis. Le paradis est l'état d'inconscience, et ceux qui s'éveillent n'y reviennent jamais. À mesure que l'observateur progresse, il réalise que la lucidité est aussi une forme de compassion. Voir la souffrance d'autrui sans chercher à la réparer, mais en comprendre les causes invisibles, est ce qui le rend à nouveau humain. Il comprend que chacun vit au niveau de conscience qu'il peut tolérer. Forcer quelqu'un à voir avant son heure est une violence. Le véritable maître, disait Jung, est celui qui montre sans forcer. Et l'observateur, désormais mature, agit en conséquence. Il laisse des traces, pas des instructions. Mais une tension inévitable surgit, plus il comprend, plus il prend conscience de la fragilité du monde. Guerre, destruction environnementale, haine, vanité, tout semble représenter l'ombre collective de l'humanité. Il perçoit l'archétype du pouvoir s'emparant de nations entières, la peur guidant les masses, le désir de contrôle remplaçant l'amour. Et cette prise de conscience le plonge dans le désespoir. Comment continuer à croire en la vie face à tant d'aveuglement? C'est à ce moment-là que beaucoup s'effondrent. L'observateur risque de devenir cynique, de perdre foi en ce processus. Jung a lui aussi vécu cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrivait qu'il percevait l'Europe comme un patient psychotique, possédé par des démons archétypaux. Il voyait dans les dirigeants totalitaires la manifestation de dieux antiques, refaisant surface en l'absence de conscience. Quand l'homme ne dialogue pas avec son âme, elle parle avec des voix qui le terrifient, disait-il. Cette phrase résume la tension de notre époque. L'inconscient collectif, inaudible, explose de violence. L'observateur le perçoit et le comprend, le travail individuel est aussi collectif. Chaque ombre intégrée en soi est une graine de paix plantée dans l'inconscient humain. Avez-vous déjà pensé que vos petits gestes de lucidité peuvent avoir un impact au-delà de votre propre vie? Choisir de ne pas réagir avec haine, c'est modifier une chaîne ancestrale. Pardonner, c'est rompre un schéma qui existe depuis des générations. Parler avec vérité, c'est libérer non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. La conscience est contagieuse, même sans mots. C'est la responsabilité invisible de ceux qui voient, porter la lumière sans attendre de reconnaissance. Mais l'observateur doit encore faire face à un tournant. À un certain moment, il découvre que le désir même d'être conscient peut devenir une prison. Il se met à rechercher la perfection, à éviter tout défaut, à vouloir contrôler même ses pensées. La vigilance se transforme en rigidité. Il oublie de vivre. L'attention excessive se transforme en anxiété. Jung appelait cela l'inflation de la conscience. L'ego se déguise en lumière et tente d'expulser l'humain. Le résultat est l'épuisement. L'observateur aspire à l'erreur, à la spontanéité et à l'imperfection.
C'est alors qu'il réalise que le but n'est pas d'être pur, mais d'être entier. Cette compréhension change tout. La clarté qui l'isolait autrefois le réconcilie désormais. Il rit à nouveau, se laisse distraire et aime avec aisance. La lucidité ne disparaît pas, mais devient naturelle. C'est comme si le regard, autrefois l'âme, était devenu haut. Il voit toujours, mais sans couper. Il comprend que vivre ne consiste pas à se tenir au-dessus du monde, mais en lui, en pleine conscience. Jung disait que la véritable sagesse consiste à marcher avec les dieux sans perdre pied. Dans cet état, l'observateur commence à ressentir ce que Jung appelait le « sentiment lumineux », une révérence silencieuse pour tout ce qui existe. Il regarde le ciel, un arbre, un visage inconnu, et ressent quelque chose de difficile à expliquer, un mélange d'amour et d'humilité. C'est la prise de conscience que la vie, malgré toute sa souffrance, est sacrée. Non pas au sens religieux, mais au sens essentiel. Il comprend que le divin n'est pas extérieur, mais palpite en toute chose. La même force qui fait bouger les étoiles anime le cœur humain. Et cette conscience dissipe la peur. Mais la peur ne disparaît pas complètement. Elle se transforme. Avant, c'était la peur de l'inconnu, maintenant, c'est la peur de l'oubli. L'observateur craint de s'endormir à nouveau, d'être englouti par les distractions du monde. Et c'est là que la vigilance revient, mais sereinement. Il commence à prendre soin de sa propre attention comme on protège une flamme. Il sait qu'un instant d'inattention suffit pour que l'inconscience revienne. La différence, c'est que maintenant, il ne lutte plus, il veille sur lui. Il est le gardien de son propre feu. Il y a un épisode curieux des dernières années de Jung. Un journaliste lui a demandé s'il croyait en Dieu. Il a répondu « Je n'y crois pas. Je sais ». Cette affirmation, qui semble arrogante, est en réalité de la pure humilité. Il savait parce qu'il le ressentait. La conscience n'est pas une croyance, c'est une expérience. L'observateur qui atteint ce point n'a plus besoin de preuves. Il vit le mystère. Et vivre le mystère, c'est agir avec confiance, même sans tout comprendre. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre ainsi? Sans certitude, mais avec foi, sans contrôle, mais avec présence, sans garantie, mais avec paix. C'est ce que Jung appelait la vie symbolique. L'existence devient un dialogue entre le visible et l'invisible. Chaque jour est un oracle. Chaque émotion, un message. Chaque obstacle, un miroir. Et l'observateur, transformé, réalise que ce qu'il cherchait depuis toujours n'était pas de voir le monde, mais de se voir en communion avec lui. La tension, cependant, ne disparaît jamais complètement. De temps à autre, le vieil ego tente de refaire surface. Il revient sous la forme du doute, et si tout cela n'était qu'imagination? Dans ces moments-là, l'observateur sent le sol trembler. Mais maintenant, il sait quoi faire, il reste. Il ne fuit pas, il n'analyse pas à outrance. Il observe simplement. Et le doute, las de ne pas être nourri, se dissipe. C'est l'épreuve ultime de la conscience, faire confiance à l'invisible sans avoir besoin de le comprendre. C'est alors que la solitude se transforme en solitude. Il découvre qu'être seul n'est pas vide, mais entier. Le silence intérieur devient un foyer. Les gens reviennent, les relations reprennent, mais l'attachement a disparu. Il aime sans posséder, enseigne sans imposer, apprend sans honte. La vie reprend son cours. Et ce qui était douleur devient gratitude. Il comprend que tout, absolument tout avait un sens. Les pertes, les peurs, la confusion, l'attente. Chaque élément était à sa place pour le mener jusqu'ici. À partir de ce moment, il n'y a plus de retour en arrière. La conscience se stabilise. L'observateur ne recherche plus la lumière, car elle est lumière. Il ne craint pas l'ombre, car il sait qu'elle fait partie du tout. Le monde peut demeurer chaotique, mais en lui réside un axe immuable. C'est le soi, silencieux, profond, éternel. Jung disait que le soi est l'étincelle divine qui habite chaque être humain non pas comme un dogme, mais comme une expérience directe de l'unité. Lorsque l'observateur le reconnaît, la dualité se dissout. Il n'y a plus de « moi et le monde », il n'y a que la vie qui s'observe elle-même. Mais le film ne s'achève pas sur des révélations. Il s'achève sur un simple geste. L'observateur, désormais apaisé, retourne arpenter les mêmes rues, parmi les mêmes personnes, écouter les mêmes conversations. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. Il sourit parce qu'il comprend. Chaque être qu'il croisait sur le même chemin, a des stades différents. Certains dorment encore, d'autres s'éveillent. Tous cherchent, même sans le savoir. Et il souhaite silencieusement qu'il trouve ce qu'il a trouvé, le courage de voir. La tension finale se dissout en tendresse. L'observateur comprend que la vie est volontairement imparfaite, car c'est la friction qui fait grandir l'âme. Il ne cherche plus de réponse, seulement la présence. Il ne désire plus le contrôle, seulement la participation.
Et lorsqu'il se couche le soir, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le repos. Non pas le repos de l'ignorance, mais celui de l'acceptation. Il n'a plus besoin de comprendre le sens de l'existence, car il en fait désormais partie. Le voyage, commencé par le regard curieux de quelqu'un désireux de comprendre les autres, s'achève par le regard compatissant de quelqu'un qui a appris à se comprendre lui-même. L'observation, autrefois l'âme, s'est transformée en miroir, et le miroir, enfin, en fenêtre. À travers elle, l'observateur voit la vie se poursuivre, avec toute sa beauté et sa tragédie, et sourit, sachant que ce qui l'animait dès le début, le désir de voir, était en réalité le désir de s'éveiller. Et c'est dans cet éveil silencieux que l'histoire prend fin. L'homme qui a trop vu a appris à ressentir. L'homme qui cherchait des réponses a appris à écouter. L'homme qui craignait le poids de la conscience a appris qu'il est léger lorsqu'il est accepté. Jung disait que le sens de la vie est de devenir qui l'on est. L'observateur, après tant d'observations, est enfin devenu qui il est. Et dans cette simple complétude, qui se passe de preuves, le cycle se referme non pas comme une fin, mais comme un retour. Car tout ce qui commence par le regard aboutit à ce que le regard découvre, que le monde et l'âme sont une seule et même chose, s'observant l'un l'autre, éternellement, en silence. Au terme de chaque voyage intérieur, ce qui demeure n'est pas la gloire de la conquête, mais la sérénité de la compréhension. Tout ce qui semblait autrefois un labyrinthe de symboles, d'ombres et d'épreuves se révèle désormais tel un miroir. L'observateur comprend qu'il n'y a jamais eu de chemin à suivre, seulement un regard mûrissant. La vie a toujours été notre maître. Chaque douleur, chaque coïncidence, chaque perte, chaque amour et chaque silence étaient les chapitres d'une seule et même leçon, devenir conscient. Jung disait que le destin de l'homme est de rendre l'inconscient conscient. Et lorsque ce processus est accompli, le monde change de texture. Ce qui était autrefois le chaos se révèle cohérent, ce qui semblait être une punition devient une leçon apprise, et ce que l'on appelait le hasard est enfin reconnu comme ordre. Mais cette compréhension n'est pas statique, c'est une invitation. Ce que l'observateur apprend finalement, c'est que voir ne suffit pas, il faut vivre ce que l'on a vu. La sagesse qui reste à l'état d'idée ne prend pas racine. Elle s'évapore. La véritable transformation commence lorsque la conscience se transforme en présence, lorsque chaque geste quotidien devient un acte délibéré et que chaque pensée est reconnue avant d'être crue. C'est le début de la pratique, s'observer soi-même, non pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui accueille. Vous pouvez commencer dès maintenant. Observez votre respiration en lisant ces mots. Remarquez si vos épaules sont tendues, si votre mâchoire est serrée, si votre cœur s'emballe. Ce simple fait d'en prendre conscience est déjà une transformation. Jung disait que la conscience naît dans le corps, car c'est là que l'inconscient se manifeste en premier. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque inconfort est un langage. Lorsque vous écoutez votre corps sans précipitation, il réagit. Et, avec le temps, vous découvrez qu'il n'a jamais menti, il n'était simplement pas entendu. Vient ensuite le regard intérieur. L'exercice le plus puissant est l'auto-observation silencieuse. Il ne s'agit pas d'observer ses pensées, mais de les observer comme on observe une rivière. On perçoit la colère, la peur, la tristesse, la joie, le désir, sans s'y identifier immédiatement. On observe, tout simplement. Progressivement, quelque chose en soi prend conscience que ces émotions passent, mais que l'observateur demeure. Cette séparation marque la naissance d'une conscience mature. On comprend que l'on n'est pas ce que l'on ressent, mais celui qui ressent. Cette différence change tout. La deuxième pratique consiste à reconnaître l'ombre. Au lieu de nier ce qui vous dérange, vous l'abordez. Quand quelqu'un éveille en vous colère ou répulsion, demandez-vous, que reflète-t-il en moi? Peut-être révèle-t-il une part de moi que vous avez tenté d'enfouir, une agressivité refoulée, une vanité déguisée en humilité, une peur dissimulée sous des apparences de rationalité. Intégrer l'ombre ne revient pas à justifier le mal, c'est illuminer ce qui était caché. L'énergie refoulée, une fois acceptée, devient une force créatrice. Jung disait que la véritable lumière naît de la confrontation avec l'obscurité. Mais c'est une erreur de vouloir se guérir soi-même comme si l'on éliminait ce qui nous perturbe. La conscience n'est pas une purification, c'est une inclusion. L'inconscient ne disparaît pas, il se transforme lorsqu'on l'accepte. Et ce processus exige de la patience. Rien en vous ne va mal, tout en vous se développe. La haine est un amour blessé. La peur est un désir inassouvi. La culpabilité est le signe que l'âme aspire à la responsabilité. En observant sans rejeter, le poison devient remède. C'est ainsi que l'inconscient coopère. Vous remarquerez que cette attitude commence à modifier votre rapport au monde. Les gens cessent d'être des menaces ou des obstacles pour devenir des miroirs. Les conflits, autrefois source de douleur, deviennent des instruments de lucidité. Quand on vous blesse,
vous apprenez à vous demander, qu'est-ce que cette blessure essaie de me montrer? Quand la vie nie quelque chose, vous apprenez à voir ce qui est détourné. La résistance cède la place à la curiosité. L'observateur vit dans un état d'apprentissage constant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, le pouvoir de créer par l'attention. Tout ce que vous nourrissez avec concentration gagne en force. C'est la plus ancienne loi psychologique du monde. Là où l'énergie psychique se concentre, le monde s'organise. Cela signifie que chaque pensée récurrente, chaque émotion nourrie façonne la réalité que vous vivez. Jung appelait cela le principe de correspondance entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'inconscient est l'architecte invisible de votre vie. La pratique suivante est simple, mais exige de la discipline, observez ce qui se répète en vous. La pensée que vous répétez crée le chemin que vous empruntez. Les sentiments que vous nourrissez déterminent les personnes que vous attirez. Vos croyances façonnent les événements que le monde vous présente. Lorsque vous modifiez votre perspective, l'univers réagit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. L'inconscient collectif se réorganise autour de chaque conscience qui s'éveille. Mais ce changement ne s'opère pas par un effort intense, mais par un abandon lucide. Jung disait que l'ego ne devrait pas chercher à commander l'inconscient, mais plutôt dialoguer avec lui. L'âme n'obéit pas aux ordres, elle réagit aux actions. C'est pourquoi les prières, les méditations et les rituels fonctionnent, ils ne modifient pas l'univers extérieur, mais la fréquence du regard. Et un regard transformé transforme le monde. L'observateur mature ne cherche pas à contrôler, mais à harmoniser. Il comprend que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans l'harmonisation. Il arrive un moment où cette pratique devient naturelle. On commence à percevoir le flux des événements avec calme, presque comme si tout était guidé par une intelligence supérieure et c'est le cas. Le soi n'est pas une idée, c'est une présence. Il se manifeste par une intuition soudaine, une coïncidence opportune, une tranquillité au milieu du chaos. Quand l'ego s'apaise, le soi dirige. Et plus on fait confiance à ce processus, plus il devient fluide. La synchronicité devient le langage de l'âme. Vous avez peut-être vécu cela sans vous en rendre compte. Penser à quelqu'un et recevoir un message, rêver d'une situation et la voir se dérouler, ressentir le besoin de suivre un chemin et celui-ci s'avère être le bon. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des réponses. L'inconscient parle par symbole, et le monde est le théâtre de ce langage. Vivre consciemment, c'est apprendre à lire les signes. Mais cela exige de l'humilité, celle de ne pas chercher à tout déchiffrer. Le symbole ne veut pas être expliqué, il veut être vécu. C'est l'étape finale du cheminement jungien, transformer la connaissance en art de vivre. Arrivé là, l'observateur découvre que le sens de l'existence ne réside pas dans l'atteinte de la perfection, mais dans la danse avec l'imparfait. La vie est un dialogue, pas une formule. Jung disait que l'âme est un processus qui se renouvelle éternellement. Cela signifie que l'individuation est sans fin. À chaque cycle, une nouvelle part de l'inconscient se révèle, et l'ego s'élargit pour l'accueillir. La croissance n'est pas linéaire, elle est spirale. Cette spirale ne s'élève pas, mais se creuse. Plus on se connaît, plus le monde devient intime. Les gens cessent d'être des étrangers et deviennent l'expression d'un même drame humain. On perçoit chez les autres la douleur qu'on a ressentie, au lieu de juger, on comprend. C'est là la véritable compassion, non pas une pitié distante, mais l'empathie née d'une conscience partagée. Quand on comprend ce que signifie être humain dans toute sa profondeur, le pardon devient naturel. Mais vivre consciemment ne signifie pas s'isoler du monde, c'est s'y immerger les yeux ouverts. L'observateur, désormais éveillé, comprend que la spiritualité ne se mesure pas à la distance que l'on prend avec la vie, mais à la façon dont on l'habite pleinement. Travailler, aimer, commettre des erreurs, créer, servir, tout cela fait partie du même processus. La conscience n'est pas un refuge, c'est un outil. Elle ne vous sépare pas du monde, elle vous y ramène avec plus de lucidité. Imaginez appliquer cela à votre routine. Se réveiller, avant de se précipiter sur une tâche, prendre une inspiration et se demander, quelle part de moi a envie de vivre aujourd'hui? Manger non pas par distraction, mais avec gratitude. Écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre. Parler moins pour impressionner et davantage pour créer du lien. Agir non pas par peur, mais par lucidité. Ces petits gestes modifient l'axe de la vie. On quitte le mode automatique pour entrer en mode conscient. Le temps ralentit et le monde gagne en profondeur. Avec le temps, la conscience devient une habitude. Et cette habitude transforme le destin. Jung disait, ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. La vision intérieure est l'antidote au vide moderne. Elle vous reconnecte à l'essentiel. Quand le monde semble s'effondrer, regardez en vous. Quand la peur vous submerge, respirez et demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre?
Quand la colère surgit, reconnaissez la douleur qui la sous-tend. Quand l'ennui surgit, comprenez que c'est l'âme qui demande la véritable nouveauté, et non la stimulation. Chaque émotion est une clé, et non un obstacle. La pratique se résume à 3 piliers: observer, comprendre et agir. Observer pour voir sans filtre. Comprendre pour traduire le symbole. Agir pour matérialiser l'apprentissage. Ces 3 mouvements forment le cycle de la conscience. C'est simple, mais cela exige de la constance. Il ne s'agit pas d'atteindre un état mystique, mais d'être éveillé dans la vie ordinaire. Faire la vaisselle attentivement est aussi précieux qu'une méditation profonde. Le spirituel n'est pas séparé du quotidien, c'est le quotidien vu sous un autre angle. Et c'est peut-être ce que Jung a tenté de nous enseigner dès le début: le sacré se cache dans l'ordinaire. La conscience ne nous éloigne pas de l'humanité, elle nous y ramène dans sa forme la plus authentique. L'âme ne recherche pas la transcendance, elle recherche la plénitude. Et cette plénitude naît lorsque nous acceptons nos paradoxes, forts et fragiles, lumière et ombre, divin et humain. Vivre, c'est réconcilier les contraires. L'observateur qui apprend cela atteint la paix. Mais cette paix n'est pas inertie. C'est un mouvement équilibré. C'est une action pleine d'âme. Le monde moderne a désespérément besoin de personnes comme elle, conscientes, compatissantes et courageuses. Car chaque éveil crée un point de stabilité dans le réseau collectif. La conscience individuelle est le remède à l'inconscient global. Il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de ne pas contribuer au chaos. À chaque pensée lucide, vous atténuez un peu la folie collective. À chaque geste de compréhension, vous désamorcez une guerre invisible. Jung croyait que l'humanité est en pleine maturation psychologique et que chaque individu conscient est comme une cellule saine au sein de cet organisme. Vous pouvez être cette cellule. Le travail est silencieux, mais réel. Il commence en vous, mais ne s'arrête jamais. Lorsque vous changez, votre regard sur les autres change. Lorsque votre perspective change, vos relations changent. Lorsque les relations changent, le monde change. La transformation collective est la somme des révolutions individuelles. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a perçu cet appel. Peut-être une part ancienne, peut-être quelque chose qui attendait d'être entendu depuis longtemps. La conscience n'est pas un prix, c'est une responsabilité. Et le fait que vous soyez resté jusqu'ici prouve que vous avez déjà commencé à porter cette responsabilité en vous. L'invitation est simple, exercez-vous à observer. Observez-vous aujourd'hui, dans les moments les plus ordinaires. Observez le ton de votre voix, les réactions de votre corps, les intentions derrière vos paroles. Voyez ce qui vous appartient et ce qui est hérité. Voyez ce qui est spontané et ce qui relève de la peur. Voir est le premier acte de libération. Progressivement, cette perspective crée un nouveau mode de vie. Vous cesserez de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'en vous. Vous découvrirez que l'amour que vous espériez trouver chez quelqu'un a toujours été l'énergie qui soutenait votre existence. Que le but qui semblait lointain résidait toujours dans les petites actions accomplies avec présence. Que la paix que vous recherchiez n'était que le silence entre une pensée et une autre. Jung disait, qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Le pourquoi surgit lorsque vous comprenez que vous êtes en vie pour grandir en conscience. Et cette prise de conscience ne s'arrête pas à vous. C'est la graine de quelque chose de plus grand. L'inconscient collectif est le terreau fertile où chaque geste lucide s'épanouit. L'humanité entière se transforme, même sans s'en rendre compte, grâce à chaque esprit éveillé. C'est un processus lent, invisible et inévitable. Jung voyait l'évolution de la psyché comme la mission spirituelle de l'homme moderne. Nul besoin d'être saint, juste sincère. L'honnêteté envers soi-même est le début de la rédemption. Finalement, l'observateur réalise qu'il n'y a pas de fin. La vie est un cercle, pas une ligne. Et chaque fin n'est qu'un nouveau départ à un autre niveau de compréhension. Voir, c'est recommencer avec un regard neuf. La conscience est un soleil qui ne s'éteint jamais, parfois voilé par les nuages, mais toujours présent. À tout moment, on peut y revenir. N'oubliez pas d'observer. La clarté est toujours à portée de regard. Alors, respirez. Laissez-vous porter par le poids et la légèreté de la conscience. Le monde est toujours là, avec ses bruits, ses souffrances, ses promesses. Mais quelque chose a changé, vous. Le regard qui perçoit désormais est le même regard qui crée. La vie qui vous a façonné vous écoute désormais. Et chacun de vos choix, aussi infime soit-il, sera un dialogue avec l'univers. Si ces mots vous ont touché, ne vous arrêtez pas là. Servez-vous de cette clarté. Appliquez-la à votre quotidien. Pratiquez la pleine conscience. Observez-vous avec tendresse et curiosité. Transformez chaque simple geste en un rituel de conscience. Et rappelez-vous, personne ne s'éveille complètement d'un coup, on s'éveille chaque jour, un peu plus, quand on choisit de voir plutôt que de réagir. Et avant la fin de cette vidéo,
j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous avez ressenti de la valeur dans ce voyage, si une partie de ce chemin a éveillé en vous le désir d'approfondir, alors montrez-le. Aimez cette vidéo, non par habitude, mais en signe de présence. Commentez ce que vous avez ressenti, même anonymement. Parfois, l'âme a besoin de parler sans être nommée. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tant à voir, tant à comprendre, tant à vivre. Car, au fond, c'est ce que Jung a toujours voulu nous rappeler, observer, c'est aimer. Et aimer est le geste le plus conscient qui soit. Puissiez-vous continuer à voir et à aimer avec des yeux toujours plus éveillés.